Cette série est propulsée par Caléido, qui accompagne les familles dans l'épargne-études depuis 1964. À 6, 7, 8, 9 ans, nos enfants ne sont plus des tout petits, même s'ils vont le rester dans notre cœur. Ils savent parler, ils savent argumenter, parfois même un peu trop à notre goût. Ils savent ce qu'ils veulent, mais pas toujours comment le demander. Parfois, on a des noms, des soupirs, des yeux qui roulent, mais d'autres fois, on a des cris, des larmes, des portes qui claquent. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de l'opposition? Est-ce que c'est un trouble de l'opposition? Eh bien, je discute aujourd'hui de ce sujet ô combien délicat avec deux expertes. Maryse Pépin, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est fondatrice du Centre de coaching familial Le Voilier et également copropriétaire de Ensemble pour les familles, destiné aux communautés autochtones. Elle a une expérience très variée, autant dans les centres jeunesse, en santé mentale, dans les écoles que dans les centres de détention. Elle a plusieurs formations, entre autres avec les clientèles TSA, TDAH et avec des enjeux d'anxiété. Elle prône une approche bienveillante. Également, Nancy Doyon, coach familiale et éducatrice spécialisée. Elle est l'autrice de 8 livres, dont Parents gros bon sens et Parents responsabilisants, aux éditions Midi 30. Elle a développé une approche responsabilisante où le parent est le leader. Elle propose même des camps parents leaders en famille. Elle est également fondatrice de SOS Nancy et de l'Institut de coaching familial. Nous aurons aussi une minute santé. Donc, l'idée est de voir quelles sont les émotions, les limites, comment les comprendre, mais sans se laisser marcher sur les pieds non plus. Et le but de tout ça, c'est qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour Maryse, bonjour Nancy. Allô. Merci d'être là. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on démystifie. C'est quoi la colère? On le sait, c'est une émotion, mais cette émotion-là, elle va se manifester de plein de façons, autant pour nos enfants que pour nous. Alors, un événement colérique, mettons, vous pourriez définir ça comment? Bien, en fait, la première affaire à avoir en tête, c'est que la colère, c'est normal. Et la colère, c'est souvent la manifestation de d'autres émotions en dessous. Okay. Tu sais, c'est comme l'espèce de broue sur le dessus du chaudron, là. Fait que c'est souvent lié à autre chose, l'émotion qui sort en premier. Mais tu sais, ça peut être toutes sortes d'émotions, un mélange de toutes sortes d'émotions. Ouais, moi, je dis souvent, c'est l'émotion du déçu. C'est celle qu'on va voir qui est visible, mais en dessous, c'est est-ce que je me sens qui est pas validée? Est-ce que je me suis sentie humiliée? Est-ce que je sens que c'est injuste? Tu sais, le sentiment d'injustice et tout ça, des fois des limites qui n'ont pas été respectées. Fait qu'elle est bonne et elle est saine, la colère. Ça nous envoie le message qu'il y a quelque chose qui se passe avec laquelle je suis pas d'accord, je suis pas confortable. Est-ce qu'on pourrait la voir comme un signal d'alarme? Oui, un message. En colère, ça fait que, oups, il y a un petit message qui vient de rentrer. Qu'est-ce qui... Ouais. Autant pour l'enfant que pour soi, c'est un message. C'est comme, OK, ben là, il se passe quelque chose. Il faut prendre le temps de s'apaiser, de se donner de l'espace-temps. Mais après ça, c'est de se demander, ben, qu'est-ce qui m'a déclenché dans cette émotion-là? Quelles étaient mes perceptions, mes croyances, mes interprétations de la situation? Chez les enfants, tu sais, les tout-petits comme les plus grands, parfois, ça va être ça. Sentiment d'injustice, incompréhension d'une règle, une perception que l'adulte fait ça contre moi. Donc, il faut aller fouiller un petit peu. Ou, ben, on en parle souvent, l'expression d'un besoin, un besoin qui est non répondu. Fait ça que le jeune, ben exact. Puis même pour nous autres aussi, c'est sûr. Si je suis en colère contre mon conjoint, ben ça se peut que ce soit en lien avec un besoin dans lequel je ne me suis pas sentie respectée, ou même un besoin que je n'ai pas respecté moi-même. C'est ce que j'allais dire, des fois, quand on est plus fatigué ou quand on a faim, on s'entend, même un parent, là, tu sais, qui est 6h moins quart, t'es en train de finir le souper, mais t'as super faim. Puis là, l'enfant a une demande aussi banale qu'elle soit, puis là, t'es comme, j'ai pas le temps. C'est ça, c'est une forme de manifestation. En même temps, ça n'a rien à voir avec lui. Exact. Mais je comprends bien. Donc, colère, c'est vraiment ce qu'il y a sur le dessus. Puis on peut peut-être le voir, c'est ça, comme un courriel, comme une alarme, comme un signal. Mais on entend beaucoup parler en ce moment d'opposition. Puis je vais même dire de troubles d'opposition. Ça fait que j'aimerais peut-être qu'on l'explore de deux façons. D'abord, c'est quoi
l'opposition? Et est-ce que, dans une certaine mesure, c'est sain de s'opposer? Parce qu'on dit toujours aussi, on veut que nos enfants puissent se tenir droit, qui un jour aient des opinions, qui défendent leurs points. Donc, des fois, on s'insurge et on s'oppose. Versus le trouble de l'opposition, qui, lui, est vraiment un diagnostic, c'est autre chose. Bien, c'est ça. Tu sais, l'opposition comme telle, chez les enfants qui ont plus de tempérament, des fois, c'est un petit peu plus... la manifestation est un peu plus importante, mais c'est de l'affirmation de soi. C'est l'enfant qui est en train d'apprendre à mettre ses limites, à dire non, à refuser certaines affaires, à donner son opinion. Puis là, mais quand ils sont tout petits, des fois, c'est un peu maladroit. Puis en vieillissant, tranquillement, pas vite, ça devient de plus en plus nuancé au fur et à mesure que... Et intense. Oui, intense, mais tu sais, dans certains cas, ça va devenir un petit peu plus... Chez la plupart des jeunes, ça va être plus diffus, l'enfant va être capable d'un petit peu plus comprendre, tu sais, que, ben, ouais, telle affaire, ça me convient pas, ça fait pas mon affaire, mais je comprends que je dois le faire quand même. Tu sais, fait que, à un moment donné, mais au début, quand ils sont petits, là, l'enfant de 5 ans, quand on lui demande de 3 ans, 4 ans, quand on lui demande de ramasser ses jouets, là, lui, là, il comprend pas le concept d'avoir une maison propre. Non. Ça ne tente pas de ranger ses jouets parce que lui, il est dans le plaisir immédiat. Fait que, tu sais, il ne comprend pas. Plus tard, à 5-6 ans, il va quand même rouler des yeux, il sera peut-être pas content, il va bougonner un peu, mais il comprend qu'il n'a pas le choix, tu sais, puis que, ouais, OK, bon, c'est ça. Puis un peu plus tard, ben là, il va comprendre un peu plus le concept de maison propre, puis qu'on veut pas marcher sur les jouets, mais plus jeune ne peut pas comprendre ça. Non, c'est ça, c'est beaucoup d'étapes. Puis il va avoir l'opposition passive. Tu sais, il y a l'opposition active, mais passive, c'est le jeune qui va dire oui, oui, je vais le faire, mais il n'y a rien qui se fait. Ça, j'aime ça. J'aurais jamais pensé que c'était une forme d'opposition. Genre, oui, dans 2 minutes, mais dans le fond, il se retourne puis il continue à lire son livre ou à écouter son émission. Oui, on avait fait une vidéo avec ma fille, justement, puis ma fille, dans la vidéo qu'on faisait, était sur le sofa. Je lui demandais de venir faire des tâches, elle met ses écouteurs. Puis elle s'écrase, puis... Surdité sélective. Oh, wow! Fait que c'est une forme d'opposition. Opposition passive. Ouais. Parce que c'est pas tous les enfants. Je vais te dire, même moi, des fois, là, tu sais, on s'entend, là. Quelqu'un te demande, ton enfant, ton conjoint, ta conjointe, peu importe, « Hey, viens donc faire ça. » Oui. Tu veux juste finir ce que tu es en train de faire avant de dire « Opposition passive. » Puis ça, des fois, on le voit moins comme étant de l'opposition. On parle beaucoup de l'opposition active, puis on voit l'enfant qui fait une crise ou quoi que ce soit. Mais tu sais, l'opposition, c'est pas tout le temps de la colère qui est en dessous. Là, ça me tente pas, ça fait pas mon affaire. Mais c'est pas nécessairement relié à la colère comme telle, c'est juste ça. OK, nous, on associe le concept de colère et d'opposition parce que on dirait que l'image qu'on en a peut-être, c'est quelqu'un d'opposant, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui va tout briser, c'est quelqu'un... Tu sais, quand ils sont plus jeunes, des fois, je sais pas, ils vont manifester, ils vont mordre, ils vont peu importe. Mais ça peut être complètement dissocié. Dans le fond, on pourrait s'opposer. Là, on parle peut-être plus d'enfants de 8 ans, 9 ans, là, pas les jeunes, même 10, 11, par philosophie, tu sais, de dire, mettons, la règle, je la trouve, pardonnez-moi l'expression, mais niaiseuse, je le fais pas. C'est une forme d'opposition. Je ne respecte pas la règle. Ou encore, je fais ce qu'on me demande, mais à la vitesse d'une tortue sur l'attivant. Ah oui, c'est pas bien. Je le fais très, très, très lentement. Puis l'objectif de ça, parfois, le jeune, c'est une façon de s'affirmer, mais c'est aussi une façon d'aller tester la solidité de la règle, d'aller tester la solidité de l'adulte. Qu'est-ce qui va se passer si je le fais juste pas? Oui. Puis est-ce que ça va fonctionner? Oui. Ou, tu sais, combien de fois mon parent va revenir leur demander, comme dans la vidéo qu'on faisait, je demandais à ma fille de faire sa tâche. Elle vient pas, je finis par, regarde, laisse donc faire, je vais aller le faire, mais en tout cas, tu me demanderas quelque chose après. Donc, ça a fonctionné. Fait que l'enfant apprend à, si je suis assez persistant dans mon opposition, puis vu que c'est pas actif, c'est comme à l'école, un peu aussi. Un jeune qui fait pas de crise, fait pas rien, mais il fait pas le travail. Mais il s'oppose pas nécessairement en colère. Il veut pas le faire pour... Là, toutes les raisons qui en dessous peuvent être différentes. Mais il va être aussi en opposition. Mais ça paraît moins. Est-ce qu'on devrait, avant d'être en situation potentiellement conflictuelle, l'établir avec notre enfant, de dire, regarde, on répète tant de fois, puis après... Bien, moi, j'aime bien la méthode 1, 2, 3. OK. C'est... Tu sais, comme parent, la première fois que je donne une consigne, que je pose un interdit, je peux-tu le faire sur un ton agréable qui donne à l'enfant l'envie de collaborer? Ma fille, vers l'âge de 9 ans, m'avait dit « Maman, tu peux-tu me faire des demandes plutôt que des reproches? Ça me donne plus envie de le faire. »
Tu sais, des fois, comme parents, on s'adresse, on peut peut-être se regarder un peu le nombril. Tu sais, si je m'adresse tout le temps aux enfants en disant « Ramasse tes affaires, viens-t'en ici, là. » Tu sais, est-ce que je suis le temps comme sur une espèce de petit ton irrité? Ouais. Tu sais, je peux-tu donner ma consigne à l'étape 1 sur un ton agréable, aller voir, tu sais, justement, ma fille dit « Hey, j'aimerais que tu viennes me donner un coup de main, s'il te plaît. » Tu sais, ben, ça, c'est l'étape 1. Étape 2, que l'enfant s'oppose de façon active ou passive, je vais aller le voir, je vais me mettre à sa hauteur. S'il est assis, je vais m'asseoir, je vais faire... C'est parce que c'est non négociable. Ça, c'est non. Ou ça, ma consigne, c'est. Donc, je vais être un petit peu plus cadrante. OK. Si je sens qu'il y a quelque chose, une résistance, je pourrais à ce moment-là dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas le faire? Okay. On peut désamorcer avant. Ben oui, tu sais, je peux quand même aller voir, tu sais, qu'est-ce que l'enfant ne comprend pas. Tu sais, si c'est l'heure des devoirs et leçons, d'habitude, ça va bien. Mon jeune est en résistance. Ben, tu sais, à l'étape 2, je vais peut-être aller voir, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je vais essayer de comprendre. Mais je vais être quand même plus ferme dans c'est parce que c'est non négociable. Je comprends. T'sais, mais là, si mon jeune me dit qu'il a mal à la tête, qu'il a mal au cœur, qu'il a une grosse journée, je vais peut-être pas... Mais à l'étape 2, je vais être quand même un petit peu plus ferme. Et à l'étape 3, bien, il se passe quelque chose. Puis, tu sais, se passer quelque chose, c'est pas de l'envoyer à genoux dans le coin, les bras en croix, là. Tu sais, se passer quelque chose, ça aurait pu être, tu sais, dans la vidéo avec sa fille, aller enlever les écouteurs et dire « maintenant ». Et je pousse et tu t'en viens maintenant. Ou encore, je fais l'intervention du choix. C'est comme, regarde-moi là, là, tu as le choix. Ou bien d'ici 5 minutes, tu fais ce que je t'ai demandé. Ou bien, la prochaine fois que tu me demandes quelque chose, ça risque d'être non. Choisis, décide et assume. Tu me fais des gros yeux, je vais aller le faire. Oui. J'avoue, hein, ça nous donne... Oui, c'est ça. Mais en même temps, j'aimerais ça t'entendre, Maryse. On dirait que je comprends tout ce que tu me dis. Mais j'ai aussi une petite voix derrière qui me dit... on tombe dans la menace. C'est quoi la différence entre bien encadrer la consigne, avoir des conséquences? Parce qu'à un moment donné, j'ai comme l'impression que c'est la motivation intrinsèque d'aller, exemple, ramasser ces choses. Même des fois, nous, comme adultes, on l'a pas. Ça fait qu'à 7, 8, 9, 10, 11 ans, encore moins. Et où la ligne entre ça devient une menace versus j'encadre? Moi, je pense que ça devient une menace si, en nommant la conséquence qui va arriver, je m'attends à, quand je le dis, ça fasse arrêter le comportement. Okay. Versus, je vais te nommer la conséquence, mais l'intervention du choix, moi, j'adore, là, de Nancy, là, vraiment, autant avec les ados qu'avec les petits, tout ça, c'est, mais voici ma consigne. Si tu choisis de ne pas le faire, voici ce qui va se passer. À partir de là, ça t'appartient. Puis moi, comme parent, je vais appliquer ce que j'ai nommé. Voici la tâche que tu as à faire dès que c'est terminé. Tu pourras aller chez ton ami. C'est très 5 minutes, une demi-heure, 1 heure. Ça, c'est la partie que toi, tu gères. Mais pas si tu le fais, il va arriver ça. C'est dès que ça va être fait. On fait un petit peu d'induction aussi. Oui, j'aime ça. Il y a une différence. Dès que ça va être fait, ça va me faire plaisir. Je vais aller te reconduire. OK. Moi, c'est déjà arrivé des amis qui viennent cogner à la porte. « Ah, Savannah, est-ce qu'elle est là? » et tout ça. Puis, « Ah, mais la chambre n'est pas terminée. » Fait qu'elle peut pas y aller. Puis là, les amis avaient fait « Ah, on peut-tu l'aider? » Si vous voulez. Que ça aille plus vite, mais ça doit être fait. Donc, dès que c'est fait, tu peux y aller. Dès que c'est fait, je peux aller te reconduire. Au lieu de changer le « si » qui amène la notion ou le « sinon » de menace versus « dès que tu pourras accéder à peu importe ». Oui, mais tu sais, il y a des fois, par contre, où il y a quand même une sanction. Tu sais, dernièrement, on est comme anti-sanction. Surtout, moi, je suis pas d'accord. Dans la vraie vie, je trouve qu'on doit enseigner à nos enfants à assumer les résultats de leurs actions. Tu sais, pour moi, une conséquence, c'est pas une punition qu'on a trouvé un nouveau mot qui est cute, là. Mais il y a des résultats à tes actions. Tu sais, je pense à un papa, un de mes clients, le matin, son jeune de 11 ans, il est frustré parce que, bon, il n'y a plus de Nutella et il traite son père d'incompétent. Ben le résultat logique, c'est que l'après-midi, il devait aller magasiner pour aller acheter un ensemble de skis. Ben papa, il a fait, sais-tu quoi, on va y aller un autre jour. Ouais. Parce que le résultat de ton action de ce matin, là, c'est que ça me tente pas. Parce que dans la vraie vie, si tu traites les gens d'incompétents, ne t'attends pas à ce qu'ils t'achètent des choses et qu'ils te rendent service par la suite. Tu sais, à un moment donné, puis c'est sûr qu'il faut différencier les tout-petits. Là. Les tout-petits ne comprennent pas cette notion-là. Mais à partir de 6, 7, 8, 9, 10 ans, et là, on est ailleurs. Ben oui, ils comprennent. Et c'est important qu'on leur enseigne ça. Il y a des conséquences à tes actions. Même si ton cerveau est immature, même si tu comprends pas toujours tout, à un moment donné, il faut que tu assumes. Puis c'est là, je trouve ça hyper
important que tout le monde entende, il faut faire la différence entre comprendre et tolérer. Ah. Tu sais, on a beaucoup dit dans les dernières années, puis mon premier livre, Parents gros bon sens, c'est ça le thème. C'est comprendre le sens des comportements dérangeants. Donc, tu sais, si je vois que mon enfant s'oppose, fait des crises, insulte, etc., il faut absolument que je prenne de la hauteur, que je prenne du recul pour essayer de comprendre là où les causes. Ouais. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que mon enfant, justement, accumule à l'école, explose à la maison? Est-ce qu'il vit de l'intimidation? C'est quoi ses besoins, etc.? Et oui, il faut que je travaille là-dessus. Ouais. Mais là, dernièrement, je trouve qu'on oublie d'intervenir aussi sur le comportement. Tu sais, il faut qu'on donne à l'enfant, des moyens pour se calmer, mais il faut aussi permettre à l'enfant de dire, OK, quand tu es envahi par les émotions, quand tu comprends pas une règle, quand tu sens de l'injustice, tu as le droit de faire quoi? Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Puis qu'est-ce qu'on pourrait lui laisser faire? Est-ce qu'il aurait le droit, lui, de se trouver un petit patois, je sais pas, moyen bateau, je sais pas quoi? Je pense à un jeune que j'ai eu il y a plusieurs années en suivi. Lui, il s'était mis à dire des fruits. Tu sais, c'est comme cerise, banane. Puis à un moment donné, il était salade de fruits. Il était tout là. Mais tu sais, oui, effectivement, tu sais, souvent, on va enseigner aux enfants quand même assez tôt de quand tu es déclenché dans tes émotions, voici quoi faire pour te calmer. On leur donne des stratégies pour se calmer, il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on leur permet de dire ou de dire de façon verbale ou non verbale? Quand ils sont frustrés, l'exprimer, cette colère-là. Puis des fois, de voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je vois. Fait que mon enfant, il est fâché, il lance des objets, il frappe sur du mobilier, sur les murs, puis tout ça. Lui, sortir ça comme ça lui fait du bien, mais comment on peut le transformer, mais de façon qui est adéquate, qui est acceptable. Fait qu'est-ce que j'ai un punching bag en bas? C'est un jeune qui frappe, tout ça. Là, il y en a qui vont dire, mais là, de l'amener à frapper. S'il frappe déjà, mais qu'il frappe des murs, ou le frère et la sœur, ou le parent, j'aime mieux qu'il frappe le punching bag. Puis là, quand on régule ça, après ça, on va amener à d'autres choses. OK. Mais ça peut être une étape. Oui, faire descendre, ou même, je vois le coussin. Tu sais, dans sa chambre, là, juste des fois, dans un coussin, c'est pas obligé d'être nécessairement la force, là, mais tu sais, des fois, c'est juste le geste d'expulser. Serrer le coussin, grogner. Grogner. J'avais des parents qui avaient un bac, ils aimaient ça de détruire des choses. Bien, il y avait un bac, des vieilles revues, puis tout ça, là. Il était fâché, là, puis il déchirait. Tu sais, le besoin de détruire quelque chose, puis ça faisait une jeune fille, elle se mettait des écouteurs sur la tête, puis elle dansait comme une folle. Oui, juste ça. Puis, tu sais, elle défoulait l'énergie, puis je voyais que les parents étaient mal à l'aise. C'est OK, vous avez le choix entre ça ou elle vous insulte. Fait que, mais là, il va falloir qu'elle apprenne à un moment donné à pas faire ça. Oui, d'accord, mais là, on passe des insultes, puis des coups, puis du bourrassage d'objets à elle danse, puis puis éventuellement, on va pouvoir aller à une autre étape. Tu sais, des fois, comme parent, ma méthode, moi, elle fonctionne pour moi, fait que je veux que tu utilises celle-là. Oui, puis on est rigide un peu des fois aussi. Puis des fois, ben c'est des amener aussi à découvrir, à essayer différentes choses. Quand je suis fâchée, qu'est-ce que je peux faire pour voir qu'est-ce qui fit avec lui. Sans nécessairement de tu as le choix entre ça puis ça, ben si les deux ne me conviennent pas. Ça se peut que parler de ses émotions, pour certains enfants, ça ne soit pas ça. Là, on a parlé d'opposition passive, d'opposition dite normale, que tout le monde peut avoir. Mais il y a aussi des troubles d'opposition. Puis je pense que, Marie, tu pourrais peut-être nous décrire. Puis là, on parle vraiment de diagnostic. Là, il y a des situations qui, elles, nécessitent des interventions plus spécialisées. Là. Le trouble d'opposition, ça ne sera pas quelque chose qu'on va voir une fois de temps en temps, ou parfois il s'oppose. C'est presque systématique. Pas toujours, mais très souvent. Je m'oppose à l'autorité, je refuse les consignes, je veux saboter des fois des beaux moments. Fait qu'on fait une activité en famille ensemble, c'est le fun. Puis des fois, on va souvent entendre les parents dire, ils sabotent toujours les activités. Ils rendent tout le temps ça, que c'est pas le fun, puis qu'on regrette. Fait qu'il va y avoir beaucoup de bousillement d'activités. Puis c'est ça, va s'opposer, consigne les règles, tout. Argumentation incessante pour tout et n'importe quoi. Tu sais, les consignes les plus banales, t'es parti pour, tu sais, va prendre ta douche, viens manger. De l'argumentation, justement, obligé de répéter plusieurs fois. Le jeune qui défie les règles presque constamment. Tu sais, si on lui dit « touche pas à la tasse », il faut absolument qu'il touche. C'est plus fort que lui. Souvent aussi, les enfants qui ont des troubles d'opposition vont mal réagir aux compliments et à la valorisation.
Donc, souvent, ces jeunes-là, si on leur dit « il est beau ton dessin », ils vont faire « non, il est laid ». Ouais, ou le ça. déchirer. Le ou- déchirer. OK. Ou encore, on va voir, admettons, l'enfant passe une belle avant-midi, puis on lui dit « Hey, merci pour la belle avant-midi, c'est le fun. » Ben, tu peux être sûr que dans la demi-heure qui va suivre, là, les cornes vont pousser, puis il va réagir. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, et c'est souvent, là, tu sais, on parle de pathologie. Là. Oui, Tu sais, mais c'est plus... on observe ça à partir de quel âge? Parce qu'on le dit quand même, là, dans le 2-4 ans, ça, c'est normal, ils veulent s'émanciper, tout ça. Mais est-ce que je dirais que c'est à la rentrée scolaire, 6, 7, 8, qu'on peut commencer à voir? On va commencer à s'inquiéter après la rentrée scolaire. OK. Quand vraiment c'est systématique, ça prend beaucoup de place, puis ça handicape l'enfant dans ses relations sociales, Ouais. dans son fonctionnement social. Là, tu sais, ça devient... tu sais, c'est pas juste, comme Maryse disait, juste une fois de temps en temps. Fait que là, on va commencer justement à s'inquiéter là, OK. puis à se dire, bon, ben là, écoute, les interventions standards qu'on a, Ça fonctionne ça pas. fonctionne pas. Il va falloir aller chercher de l'aide, il va falloir aller chercher des outils. Puis là, ben, la job, c'est de comprendre pourquoi. Ben c'est ça. Est-ce C'est qu'on ça. parlait de la fameuse amygdale? Est-ce que c'est un dérèglement chimique? Qu'est-ce qui fait qu'on a un trouble d'opposition? Puis est-ce que ça se médicamente? C'est quoi les solutions pour les parents, peut-être, qui nous écoutent puis ils se disent « Oh mon Dieu, moi, je vis ça chez moi, qu'est-ce que je fais? » Souvent, le trouble d'opposition est un trouble affectif. Ah, OK. Donc, c'est au niveau des relations, au niveau du lien. Donc, moins au niveau... Oui, tu sais, il y a certains diagnostics au niveau du cerveau puis tout ça que ça peut venir un peu exacerber, mais c'est un trouble qui est affectif. Donc, le lien d'attachement, quoi? Souvent lié à l'attachement. Ça peut être lié à l'attachement, ça peut être lié à des traumas que l'enfant a vécu, qui ont laissé justement une empreinte dans sa mémoire émotionnelle et qui l'amène à être dans la surréactivité, dans la méfiance. Ça peut être un problème au niveau de la perception que l'enfant a de lui-même. OK. C'est depuis qu'il est tout petit que il est toujours l'enfant qui se fait chicaner tout le temps, fait qu'à un moment donné, il grandit avec la perception que lui, il joue dans l'équipe des méchants. Donc, Ça peut devenir presque un rôle de Moi, dire... il ben, s'identifie comme ça. oui, il s'identifie comme le méchant du groupe. Exact. OK. Tu sais. Ça peut être un problème de perception par rapport à l'autorité. Je pense à une jeune fille que, écoute, c'était aussi banal qu'elle restait à côté de grand-maman. Et grand-maman disait tout le temps des phrases comme moi, je l'aime trop, cet enfant-là, je suis pas capable de lui dire non. Tu sais, quand maman chicanait sa fille, puis que la mère voyait ça, la grand-mère voyait ça, elle disait « Chicanez-vous pas les petites filles. » Fait que, et la petite, elle avait comme développé un peu la croyance que si mes parents m'aimaient pour vrai, ils me diraient toujours oui, ils me feraient pas vivre de frustration. Oh. Fait que là, elle avait aussi un problème aussi de l'intégration de la hiérarchie. Elle comprenait pas le lien d'autorité, là. Fait que, tu sais, fait qu'il y avait ça. Il y a aussi, si l'opposition fonctionne, je vais m'en servir Elle peut de plus en s'exacerber. plus. là. OK. Fait que si quand je m'oppose, c'est toujours moi qui choisis, c'est toujours on fait ce que je veux, c'est moi qui ai le plus beau jouet, c'est moi qui... Ça fonctionne. Une pré-ado, ado ou un jeune que je demande une tâche, s'oppose passif, ça fonctionne, je vais l'utiliser de plus en plus. Puis des fois, ça devient presque naturel, une habitude Ouais. de je m'oppose. Tu sais, fait que souvent, il y a des enfants quand on va dire quelque chose, vont dire non, mais même pas laisser finir, puis c'était le fun, ce que j'allais proposer. Tu sais, c'est juste non. Je suis comme, t'es sûr, tu veux pas que je finisse ma phrase? Puis, OK, mais... Donc, un Une trouble habitude. d'opposition, ça peut se développer. C'est pas quelque chose nécessairement qu'on a Avec en lequel nous. on est. Ah, Non, c'est ça. OK. C'est différemment. Tu sais, la plupart du temps, c'est pas nécessairement un trouble neurologique. OK. C'est souvent associé à des troubles neurologiques. Donc, on va avoir des enfants qui ont un TSA, un trouble du spectre autistique, Ouais. ou des traits TSA qui vont développer un trouble d'opposition. Eux autres, la cause, c'est plus la rigidité, l'incompréhension des règles, l'incompréhension des attentes sociales, puis le malaise, la surcharge sensorielle. Fait que c'est souvent comprends. ça qui amène les manifestations agressives. Tu as d'autres enfants avec des TDAH, tu as beaucoup C'est d'enfants ce avec que des j'allais dire. TDAH. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ou ça n'a pas? Ben oui, parce que, tu sais, chez l'enfant qui a un TDAH, l'impulsivité fait que je suis plus explosif, puis Ouais. je suis beaucoup plus en plaisir immédiat, puis plus réactif. OK. Le côté agitation, ça fait que je me mets souvent dans le trouble. Mais à un moment donné, il y a une partie qui est affective, dans le sens où, puisque j'ai un TDAH, puis que j'ai souvent l'impression de taper ses nerfs des autres. J'ai souvent l'impression d'être de trop dans ma classe. Je me fais chicaner plus souvent que les autres. Je me bâtis une espèce de carapace
Nous autres, on travaille au niveau des troubles d'opposition, on travaille sur 3 cibles. Okay. Une première cible, c'est le lien de confiance entre l'adulte et l'enfant. La solidité de l'adulte que quand il dit qu'il va avoir une sanction, la sanction arrive, mais aussi comment on s'assure que le parent il est fiable et que l'enfant sait qu'il peut compter sur son parent pour l'aider à être là. Fait qu'il y a toute la partie du lien. Après ça, il y a une partie qui est... L'identification positive, mais comment le jeune s'identifie? Fait que si je m'identifie comme étant dans les méchants, puis que Noé, même si j'essaie de faire des bonnes choses, on les reconnaît pas, tu sais, puis il y a des fois, ben mon armure ou mon masque est tellement présent. Moi, j'avais une jeune en suivi qui me disait, ben si je le fais pas, moi, comme ça, je fais rire les gens, tu sais, je suis comme, j'ai du pouvoir à l'école et tout ça. J'ai l'impression que si je le fais plus, je ne suis plus intéressante. Puis c'est ce qui me différencie des autres. Est-ce que ça se peut que dans certains cas, pour certains enfants, ça devienne même un piège? Ils ne sont pas bien là-dedans, mais c'est la seule voix qu'ils connaissent. Ou 2, ils ont quand même une forme d'attention, il y a quand même des effets positifs, si je peux m'exprimer comme ça, dans tout ça. Puis là, ben, ils sont littéralement coincés. Puis la base, souvent, derrière, ben, c'est la faible estime d'eux-mêmes. Fait qu'au niveau de l'identification positive, de reconnaître que j'ai des forces, que je suis capable de faire des belles choses, est hyper importante. Parce que des fois, ils se sentent tellement à part et incompétents, mais pour m'opposer, je peux être bon, par exemple. Parfois, ils se sentent de trop dans leur propre famille. L'impression de toujours taper ses nerfs à tout le monde. Fait que donc, ça, c'était notre 2e cible. Puis la 3e, c'était celle que Maryse parlait tantôt. C'est, faut que ce soit plus payant pour le jeune de collaborer que de s'opposer. Si quand mon jeune, tu sais, si à la maison, quand mon jeune collabore, je le regarde pas, je m'en occupe pas, puis je fais juste faire mes affaires, et que c'est juste ou à peu près juste quand il s'oppose ou qu'il fait pas ce qui est demandé, que là, je le regarde puis je me préoccupe de lui. Et là, il se sent vivant, il sent qu'il est important, il va continuer de s'opposer. Je comprends. Donc, comment est-ce qu'on inverse les patterns relationnels familiaux pour que l'enfant sente que quand il collabore, son parent est en lien avec, il y a du fun, c'est agréable, c'est léger. Ouais. Pour les parents qui nous écoutent puis qui peuvent se sentir quand même débordés, puis des fois d'avoir de la difficulté à tracer la ligne entre l'opposition dite normale versus un trouble d'opposition, je vous invite à la Minute Santé où une infirmière va vous expliquer que vous n'êtes vraiment pas seul dans cette situation-là. Le sommeil change et évolue en grandissant. Pour nos 6-9 ans, on parle d'une nuit de 9 à 12 heures. Pourquoi le sommeil est important? Le sommeil permet de retenir les apprentissages et de consolider celles-ci. L'hormone de croissance est libérée durant le sommeil qui permet à nos petits de grandir. Il favorise l'attention, la vivacité d'esprit et la vigilance durant la journée. Il permet de mieux gérer les émotions. Bref, il augmente la qualité de vie. Au Canada, 1 enfant sur 4 manque de sommeil et 1 sur 10 estime que son sommeil n'est pas réparateur. Les symptômes de manque du sommeil. La difficulté à se réveiller le matin, des difficultés à se concentrer et d'apprentissage, des problèmes de comportement et on peut voir une plus grande fréquence de rhume ou d'infection. Comment aider nos petits à dormir? Préférablement les coucher avant 21h et ce, même le week-end. Pratiquer une activité physique durant la journée, avoir un environnement favorisant le sommeil, apprendre à l'enfant les signes d'endormissement, bref, avoir une routine de sommeil simple, facile et sécurisante. Consultez un professionnel de la santé si vous avez des inquiétudes sur le sommeil de votre enfant et qu'il affecte sa qualité de vie. Votre enfant est souvent fatigué et présente des symptômes du manque de sommeil sur plusieurs mois. Vous croyez que les difficultés de sommeil de votre enfant sont liées à des problèmes de santé comme le ronflement, les pauses respiratoires, les terreurs nocturnes, plusieurs fois par semaine et ce, pendant plusieurs mois. Comment on devrait agir une journée là, où on sent qu'on rentre, là, on est à 8 sur 10 déjà, puis les enfants n'ont rien fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, des fois, c'est de voir, si je rentre chez moi puis je suis à 8 sur 10, est-ce que je peux prendre 2 minutes dans l'auto, juste respirer, me regrander un petit peu. Un peu de cohérence cardiaque. Ouais. 5 minutes de cohérence cardiaque. Ça peut faire toute la différence. Ouais. Musique au bout dans l'auto. Tu sais, des fois, on voit les annonces, là, le parent qui hurle dans l'auto. C'est magnifique.
Fait que c'est de prendre le temps, puis de se dire, si j'explose, si je déborde, bien, c'est comme si je démontre à mon enfant que dans certains cas, c'est correct. Fait que je veux pas qu'il crie, je veux pas qu'il frappe, je veux pas qu'il hurle et tout ça, mais il va apprendre que, par contre, si les autres t'écoutent pas, si les autres font pas ce que tu demandes après tant de fois, tu peux te le permettre, c'est correct. Même mon parent le fait. OK. Donc, l'importance de l'exemple que je donne en tant que parent est de différer les réactions. Fait que différer les réactions, c'est on ne devrait pas réagir à chaud à une situation. Fait qu'il se passe quelque chose. Des fois, c'est de prendre le temps. Tu sais, l'enfant, par exemple, il va faire une crise ou il va avoir une conséquence à ça, j'arrête le comportement. Ou la pinte de lait sur le comptoir quand j'arrive. Oui. Fait que des fois, c'est de... Je vais l'arranger, la pinte de lait. Je me serre les dents. Je vais prendre le temps de décanter tout ça. Puis à froid... Au souper, par exemple. Oui, d'avoir une conversation et tout ça. Parce que là, je le sais que si je pars sur la pinte de lait, ça va être aussi intense que si elle m'avait frappée parce que moi, j'étais là. Je comprends. Puis là, je risque de plus tomber en mode punitif. Là, tu sais, je vais donner des conséquences qui font mal. Ou des paroles qui peuvent être blessantes, hein? Jamais sous-estimées. Qui ne sont pas tant reliées avec l'action, mais qui vont être reliées à mon émotion. Là, on n'est plus dans les conséquences, la responsabilisation. Là, c'est mon émotion de parent qui va dicter la punition. Versus quand je suis à froid, je prends le temps de m'asseoir, de m'apaiser. Puis aussi, des fois, c'est de dire, bien, est-ce que les règles d'un sont claires à la maison? Qu'est-ce qu'on prévoit? De prévoir à l'avance. Nous, on travaille beaucoup avec les parents dans notre programme SOS Opposition et de prévoir. Fait que si souvent c'est problématique quand j'arrive à la maison avec le souper et tout ça, bien, au lieu d'être toujours déstabilisée, est-ce que je peux prendre le temps à froid avec mon conjoint ou pas, de m'asseoir puis de dire, bon, mais là, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi notre plan de match, notre plan A? Puis là, mettons, les enfants ne collaborent pas. C'est quoi notre plan B? Ils ne collaborent pas. C'est quoi notre plan C? Fait que je reste plus dans ma tête parce que là, je suis plus dans l'action de ce que j'ai prévu au lieu de tomber dans la réaction et de l'attention négative. Ouais, j'applique mon protocole que j'ai prévu. Fait que je vais être beaucoup moins réactif. Moi, le dernier truc aussi là-dessus, des fois, c'est de se trouver une petite phrase qui va nous permettre, quand on est déclenché dans les émotions, qu'on va se répéter en boucle, qui va nous amener à prendre un petit peu de distance par rapport à la situation. Fait que ça peut être « Nancy, rappelle-toi que tu les aimes et tu les adores. Nancy, rappelle-toi. » Ou, tu sais, c'est les nerfs Georgette. Là. Les nerfs Georgette. Diffère ta réaction. Ça peut être juste ça, mais tu sais, avoir une phrase que on se répète. Est-ce qu'il me voit m'affirmer sainement, mettre des limites sans tomber dans l'agressivité, dans la colère, dans les reproches, dans les critiques? Parce que ça aussi, s'ils ne nous voient jamais s'affirmer, ils ont l'impression qu'ils ont le choix entre déborder ou accepter. Oui, puis de comment je réagis devant l'autorité aussi. Oui. Fait que, comment je parle de mon patron? Tu sais, puis les enfants, où est-ce qu'ils nous écoutent le plus? C'est quand c'est pas à eux qu'on s'adresse. Fait que je parle à mon ami de comment je vais parler de mon patron. Oui, de l'autorité en général, comme on disait. L'étiquette en auto, ferme la vitre. Qu'est-ce qui sort? Tu sais, oui, je suis pas contente, mais qu'est-ce qui va sortir? Fait que c'est tous des exemples, des fois qu'on n'y pense pas nécessairement. Prendre un pas de recul, réfléchir, pas se prendre la tête non plus parce que c'est impossible d'être parfait, mais il y a un cadre à mettre à nos enfants. Je pense qu'on a un propre cadre d'autocontrôle aussi à bien établir avec notre coparent. Puis, on dirait que ce que je retiens le plus de tout notre entretien, c'est de se donner le droit d'exprimer notre colère, mais dans le cadre, puis comment on le fait, puis trouver nos astuces à nous, en couple et avec les enfants. Puis un interdit clair, autant pour l'enfant que pour nous, sur la violence. Oui. Hyper important. Même si la colère, elle est normale, saine, légitime, la violence n'est jamais admise, ni pour les adultes, ni pour les enfants. Merci, mesdames. Plaisir.